Bonjour à tous, je m'appelle Noémie et je vais vous parler aujourd'hui de l'engagement ludique multifenestré, comme c'est affiché magnifiquement derrière moi. C'est un travail qui est issu d'un mémoire de Master 2 en sociologie que j'ai mené sous la direction de Dominique Pasquier. Mon point de départ, en fait, c'est que les nouvelles technologies de communication et d'information, qui sont plus si nouvelles à présent, mais on continue de les appeler nouvelles, permettent de faire certaines choses, permettent de nouvelles pratiques. En l'occurrence, c'est adapté au jeu de rôle. C'est-à-dire que maintenant, il est possible de pratiquer le jeu de rôle sans coprésence physique. C'est-à-dire par la médiation de logiciels d'audioconférence, comme Skype, comme Mumble, comme TeamSpeak. Cependant, les outils techniques ne sont pas neutres. Ils sont transformés par la pratique et ils transforment eux-mêmes la pratique. C'est l'objet de beaucoup de sociologie, de travaux universitaires de sociologie de l'usage qui se sont intéressés de fait à cette interdétermination entre l'usager et le dispositif. Donc moi, mon propos aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les modalités de l'engagement du joueur lorsqu'il a recours à cette médiation technique. Pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, un jeu de rôle dématérialisé pour ceux qui ne le savent pas, là vous avez du coup une capture d'écran de mon écran lorsque j'ai fait une observation participante. C'est une partie de Donjons et Dragons 3.5 sur, d'une part, le logiciel d'audioconférence Mumble, donc un serveur privé issu d'un forum, et de la Virtual Tabletop, table virtuelle, qui est ici Roll20. Pour définir un peu, on ne voit pas la souris. Donc le joueur a devant lui a plusieurs onglets, a plusieurs fenêtres ouvertes. Donc il a déjà le Mumble, il a le Roll20 qui est ouvert aussi, qui a lui-même plusieurs onglets. Les onglets en fait qui sont utilisés en jeu, il y a le lanceur de dés. Là pour le coup, il faut rentrer une commande macro dans le chat. Il a les ressources documentaires propres au jeu. Il a également la possibilité de gérer les options musicales. Et il a en plus, comme vous le voyez en bas, éventuellement un logiciel tierce comme Skype pour discuter, mais il peut aussi avoir une page Facebook ouverte, un forum. Voilà, donc il a plusieurs foyers d'attention et le jeu va requérir de ce joueur qu'il puisse switcher entre les différents onglets pour jouer. Je vais aller assez vite, c'est juste pour vous dire d'où je parle. On voit vraiment que dalle, donc ça sert à rien. C'était simplement un résumé des différentes parties que j'ai menées. Donc en tout 55 parties sur 8 jeux différents. Je n'ai retenu dans mon analyse que les parties de plus de 3 heures et sur lesquelles mon statut d'observatrice était connu, pour des questions tout simplement de déontologie. Et je me suis aussi attachée à l'observation non participante de 2 forums qui sont JDR Virtuel et Virtua JDR. J'ai mené également 7 entretiens avec des joueurs que j'ai rencontrés au cours de ces parties. Donc je commencerai par développer le concept de joueur multifenetré et j'aborderai l'injonction à la focalisation sur le jeu par les meneurs, mais aussi par les structures dont les forums. Il s'agira ensuite, dans une deuxième partie, de prendre en compte l'immersion du jeu dans le quotidien grâce ou à cause de l'hyperconnectivité et les résistances des joueurs qui tentent, par différentes stratégies, de réguler leurs pratiques. Et en final, je m'attacherai à la présentation de l'apparente simultanéité des actions pardon, des actions et de l'ubiquité du joueur en fait comme ressource de jeu. C'est laborieux. Alors, déjà, pourquoi multifenetré ? Je pars des travaux de Sherry Turkle qui a étudié les différents rôles que le joueur de multi-user dungeon, donc des MUD, peut endosser. Elle appelle ça des windows, donc des fenêtres. Et moi, je voulais lier en fait à cette idée d'identité et de mémoire le fait juste très prosaïque que le joueur de jeu de rôle virtuel a plusieurs onglets ouverts et est obligé de jongler avec.
Et c'est une sorte d'habitude de surf qui, Christian Likop, bon, sans parler d'habitus, mais en parle, au niveau du travail. À la base, l'idée d'avoir recours à plusieurs onglets sur un ordinateur, c'était fait pour optimiser la capacité du travailleur, mais maintenant on utilise tous un ordinateur ou un smartphone, on change d'application, on change d'onglet de manière très naturelle. Donc, de fait, comme on a l'habitude de changer d'onglet, de surfer, la tentation est souvent grande pour les joueurs en jeu de rôle virtuel, lorsqu'ils ont des baisses d'attention, d'aller justement sur des applications ou des logiciels tierces, donc sur un Skype, un autre TeamSpeak, ou bien encore de regarder leur compte Twitter ou leur Facebook. Autant quand on est en coprésence physique, c'est assez facile de voir les baisses d'attention des joueurs et le meneur peut les recadrer assez facilement. Autant quand on n'est pas en face et qu'il n'y a pas de visioconférence, où on a juste l'oral, c'est assez difficile de savoir quand un joueur n'est pas complètement dans le jeu, n'est pas complètement attentif. Les différents, est-ce que je l'ai ? Oui, différents forums. Donc là, ici, vous avez celui de JDR Virtuel, qui est très clair sur le sujet, ne surfez pas en parallèle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un joueur présent par intermittence, c'est juste insupportable et ça casse la narration. Mais bon, ça n'empêche pas que même si on dit non, les joueurs peuvent tout à fait le faire. Lorsqu'il s'agit d'une simple navigation, donc un peu par curiosité, pour aller regarder, un Instagram ou je ne sais pas, ça va juste être le temps de latence des réponses qui vont donner un indice de ce manque d'attention. En revanche, quand le joueur va s'engager dans une correspondance écrite, c'est le bruit du clavier qui va alerter les joueurs et le meneur. Donc nous en avons là c'est un extrait d'observation participante d'une table de Warhammer où clairement un joueur est en train de faire autre chose. On l'entend rire, on entend son clavier taper, mais il ne participe plus à la table, il ne répond plus correctement ou il est vraiment dans sa correspondance et n'est plus du tout sur le jeu. Mais accuser un joueur à tort de son inattention, c'est pas forcément... les meneurs et les autres joueurs ne veulent pas le risquer. Donc, suite à cette suspicion, le meneur a laissé sous-entendre que on entend des bruits de clavier, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça peut bien être pour essayer de ramener le joueur à l'attention, à son attention première qui devrait être le jeu. Hein. Cependant, pour ce cas-là précisément, quand le doute n'est plus du tout permis, c'est un recadrage qui va s'effectuer, et notamment une dispute qui mettra fin à la partie et à la table. Bon, c'était très sympa. Donc, on voit que la possibilité de se livrer à d'autres actions discrètement peut impacter négativement le jeu. Et que les instances normatives et normalisatrices de la pratique, donc les plateformes d'intermédiation que sont les forums et aussi les meneurs de jeu, s'attachent à prévenir cette polyfocalisation, pour appliquer le terme à Goffman. Donc on passe à la deuxième partie, et par immersion, en fait, j'entends plutôt infiltration, pour continuer de filer la métaphore aquatique. Dans le cadre du jeu de rôle virtuel, donc on passe par des logiciels d'audioconférence, là vous l'avez bien compris, par des chats aussi. Des logiciels en fait qui ont une portabilité qui sont assez élevées, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur le smartphone. Ou bien on peut les avoir, notamment Skype par exemple, sans avoir téléchargé le logiciel, donc sur son lieu de travail, via le navigateur, on peut avoir accès à Skype. Je souligne aussi que Skype et Discord sont vraiment très optimisés pour le support smartphone, ce qui n'aide pas du coup à laisser le jeu dans sa partie jeu. Donc la majorité de mes enquêtés ont un smartphone et s'en servaient quotidiennement, ou la majorité avait aussi l'ordinateur sur le lieu de travail ou pour leurs loisirs. Leur engagement quotidien dans le jeu en fait était toujours réactivé par des alertes sonores, par des notifications visuelles sur le PC ou sur le smartphone.
Donc ça met le joueur en situation où il est impossible d'ignorer les échanges de messages. Même s'il n'y répond pas, il sait que le groupe est en train de discuter et donc il peut avoir envie d'y jeter un coup d'œil ou de répondre. Ce qui sort le jeu, puisque je considère, un peu, ça se discute bien sûr, mais je considère que la partie de sociabilité qu'il y a autour du jeu fait partie du jeu. Et donc en fait, ce cadre de jeu qui normalement est défini temporellement et fixé à l'avance sort de son cadre, il s'échappe un peu. Donc j'ai eu le cas, je ne l'ai pas ici, j'ai eu le cas avec une table de Yokai Watch Adventure, donc c'est un jeu tiré de l'anime et du manga Yokai Watch, où les joueurs ont été extrêmement actifs. Pour vous donner une idée, durant 7 mois, les messages étaient quotidiens, il y en avait une cinquantaine à peu près. Ils discutaient de choses qui n'avaient absolument aucun lien avec le jeu de rôle, c'était des échanges, c'était des confidences, donc il y avait un vrai travail de sociabilité derrière. Mais bon, cependant, le chat n'a pas qu'un usage social. Le RP écrit, donc le jeu de rôle textuel, a également sa place dans le jeu de rôle dématérialisé. Donc c'est ce que je vais développer très brièvement maintenant. Notamment pour, par exemple, développer les relations entre les personnages, ou bien pour décrire une action. Est-ce que je l'ai ? Oui. Donc par exemple, ici, nous avons Pistache sur la table de Yokai Watch qui explique qu'un jour de travail, elle a passé l'intégralité de la journée à faire du jeu de rôle textuel avec le meneur de jeu de la table de Yokai Watch. On ne dira pas du tout quel est son métier parce que ce serait assez gênant. Mais dans tous les cas, le temps de jeu était vraiment très distendu. Ça a été toute la journée. Donc ça, je vais passer parce que ça va être un peu long. Mais bref, il y a une porosité du coup, comme le dit Naché, je ne sais jamais comment ça se prononce, qu'il y a une porosité entre l'espace de jeu et la réalité quotidienne, notamment du coup avec le fait que les joueurs sont toujours en rapport, pas seulement pour le jeu. Ce qui pousse du coup certains joueurs à tenter de réguler leurs pratiques pour ne pas que le jeu déborde et ne prenne trop de place dans leur vie. Même si on en veut toujours plus, il faut quand même se mettre certaines limites. La médiation numérique, donc, elle enlève le coût de déplacement, géographique notamment. Elle réduit la durée des séances de jeu, puisqu'il faut que les parties soient plus rapides pour garder l'attention des joueurs. Mais c'est pas pour ça qu'elle amoindrit l'engagement, le poids de l'engagement des joueurs. C'est-à-dire que si un joueur n'est pas disponible pour la partie va quand même ne pas se faire. C'est comme en jeu de rôle en coprésence physique. Donc ici nous avons un extrait d'entretien de Mordren qui dit que justement le jeu de rôle est trop envahissant, que ça le bouffe trop. Les formules sont explicites en fait pour remarquer la chronophagie du jeu de rôle. Mais aussi le fait qu'il s'est laissé déborder, qu'il s'est engagé sur beaucoup trop de jeux à la fois. Donc la multiplication de ces engagements rôlistes le conduit en fait aux limites de ses possibilités temporelles et il ne peut pas créer plus d'espace. Donc donc déjà il en a conscience et il va s'imposer un certain nombre de séances par semaine pour ne pas aller au-delà. Notamment, le cas du jeu de rôle dématérialisé est assez particulier aussi puisqu'il y a énormément de one-shots qui sont disponibles. Je n'entrerai pas dans les détails de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de one-shots sur le jeu de rôle dématérialisé, mais le one-shot, comme du coup c'est un format court, ça peut parfois donner envie aux joueurs d'en prendre plusieurs dans la semaine. Et très rapidement, ils vont se retrouver à avoir 5 ou 6 parties. En soirée, en semaine. Donc c'est assez... temporellement, c'est très lourd si on ne fait pas attention. Donc j'ai retrouvé cette question de se réserver un temps pour d'autres loisirs ou pour la famille, notamment, avec d'autres enquêtés ou lorsque les joueurs discutent au cours des parties. Il y a encore un autre type de régulation, et j'en aurais fini pour les résistances temporelles, c'est du coup l'utilisation de 2 espaces de discussion séparés.
Par exemple, l'utilisation d'un serveur de forum comme TeamSpeak de JDR virtuel, plutôt qu'un Skype, pour l'aspect plus intrusif ou plus intime de Skype. Voilà, donc du coup je passe à la suite, sinon ça va être un peu juste. Donc il serait plus juste de parler d'une multiplication des tâches plutôt que d'une simultanéité. Mais j'ai mis simultanéité parce que c'est assez parlant, c'est assez visuel comme idée. La multiplication des tâches lorsque le genre multifenêtré doit switcher entre les onglets, ça provoque une rupture constante de l'activité. Mais il est parfois obligatoire de multiplier les tâches en jeu de rôle, notamment quand par exemple il faut aller chercher une statistique dans un onglet, ou il faut baisser ou monter la musique, ou écrire en privé, notamment à un MJ ou à un joueur. Le canal de chat, de fait, offre un autre espace de discussion et ouvre de nouvelles possibilités de jeu. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas d'écran. Donc pour l'usage du chat privé, c'est souvent très utilisé pour les tables doubles ou pour les jeux qui ont des ressorts qui ont un ressort complotiste. Donc je pense notamment aux possibles tables de vampires, où la discrétion que permet le chat privé va faciliter la mise en place de stratégies et de complots. Une autre manière de jouer autrement avec cette fausse simultanéité, ce sont ce que j'ai appelé les apartés rôlistes, pour reprendre le terme de Verrier. Lorsque plusieurs joueurs ne parlent pas, c'est-à-dire quand l'action ne les concerne pas, ou qu'il y a un passage long d'une quête personnelle, ou qu'ils ne sont pas présents dans la scène, le chat leur donne quand même une possibilité de prendre part au jeu de manière active, que ce soit par des descriptions, des descriptions ou des dialogues avec les autres joueurs inactifs. Donc là, vous avez l'extrait d'une autre observation où les joueuses sont inactives. Il n'y en a qu'une qui est en train de monopoliser le canal de chat parce qu'elle est en train de mener un combat. Les autres sont sur la touche depuis 20 bonnes minutes et ont commencé un peu à s'ennuyer. Donc elles ont décidé de lancer un jeu de rôle textuel sur le côté. Elles prennent en charge l'intégration d'une nouvelle joueuse qui est ici Sarah, et qui vient juste de rejoindre la table. Donc le MJ, à cause du combat, n'a pas eu le temps d'introduire Sarah ou son personnage et n'a pas pu la présenter aux autres. Donc ce sont les joueuses qui, par le chat, par le roleplay textuel, vont s'occuper d'intégrer Sarah et de faire jouer la rencontre de leur personnage, en même temps que le canal que le canal vocal est utilisé pour autre chose. Est-ce que j'ai ici ? Oui. Le canal de chat permet aussi de hiérarchiser les interventions, puisqu'il ne peut être utilisé que par une seule personne avec une seule thématique de conversation. Toutes les blagues ou les descriptions ne peuvent pas être émises. Bon, le côté un peu délirant, un peu amusant et les blagues qui peuvent fuser en jeu sont quand même importantes, et elles sont ici retranscrites par le chat. Donc sur le chat de Roll20, alors que le canal vocal est utilisé par le MJ qui fait une description, les joueurs sont en train de blaguer entre eux, tout simplement, d'avoir des interactions qui n'ont pas un lien direct avec l'action en cours. En conclusion, il est à souligner que la connexion quasi permanente au groupe via les logiciels d'audioconférence introduit la possibilité d'un changement de forme ponctuel de la pratique ludique. En effet, sa temporalité première est diluée grâce à la communication asynchrone permise par les messageries instantanées. Donc le jeu de rôle virtuel, contrairement à son homologue IRL, même si la comparaison n'est pas forcément toujours pertinente, est davantage protéiforme. L'usager, lui, n'est pas passif
n'est cependant pas un être passif. Il construit des espaces de jeu et de hors-jeu au sein même du jeu. Donc c'était vraiment pas clair ce que j'ai dit, pardon. Je voulais sauter ce paragraphe parce que... Pardon. La possibilité en fait d'un jeu sans fin que l'hyperconnectivité semble plus ou moins promettre se trouve en fait jugulée et contrôlée par les joueurs qui exercent un contrôle sur le temps accordé à leur pratique. Donc ils ne sont pas soumis à cette soi-disant hyper-connectivité. La discipline dans la gestion du temps se retrouve lors des séances, notamment pour les tours de parole, dont le respect garantit la bonne marche du jeu. Mais bon, comme on l'a quand même vu, l'absence de presque systématique de visioconférence amoindrit grandement le contrôle social sur l'attention des joueurs qui, en tant qu'utilisateurs quotidiens d'outils informatiques, peuvent être tentés de se livrer à des activités qui n'entrent pas dans la sphère du jeu de rôle. Mais cependant, la multi-activité peut être mise au service de la pratique ludique, qu'il s'agisse d'apartés ou d'énoncés subordonnés, informatifs ou humoristiques, comme nous venons tout juste de le voir. Ce qui montre aussi, dans ce cadre, c'est un autre sujet, mais qui montre dans ce cadre la prévalence de l'échange oral sur l'échange écrit dans le jeu de rôle dématérialisé. Et j'en ai fini. Allô, oui, nous avons un peu de temps pour quelques questions. Honneur d'âme. Oui, alors. C'est plus une réflexion plutôt qu'une question. Bon, c'est pas grave. Ok, je cherche pas à comprendre. Donc, au début, j'avais l'impression que tu présentais le jeu de rôle dématérialisé comme quelque chose de différent du jeu de rôle, on va dire, classique, sur table, parce qu'il y a cette histoire d'onglet et de faire plusieurs choses à la fois. Mais finalement, le joueur classique, qui a sa feuille de perso, sa liste de sorts, son manuel du joueur, puis qui en même temps est en train de dessiner son perso parce qu'il veut le faire bien sur sa feuille, il est tout aussi multitâche que ton joueur dématérialisé. Tout à fait. C'est pour ça en fait que j'essaye d'éviter la comparaison à ce point. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était le côté de pouvoir faire une activité tierce de manière discrète et de pouvoir surtout mener en fait des conversations textuelles, donc qui qui focalisent l'attention sur autre chose que le jeu en cours, ce qui n'est pas possible en IRL. Ou bien on se fait reprendre par le meneur parce qu'on est en train de discuter stratégie, juste à côté. Mais après, oui, bien évidemment, le joueur IRL a plusieurs onglets aussi. Cependant, les passages entre les différents onglets sont publics, se font au vu et au su de tous. Et il me semble aussi que c'est par exemple, rechercher une stat sur sa feuille peut faire intervenir les autres joueurs de manière assez pratique. Par exemple, dans le cadre d'initiation, ta caractéristique, elle est là, tu dois tirer ça. Il y a une entraide qui est plus naturelle. Sur le jeu de rôle dématérialisé, le joueur est un peu tout seul avec sa fiche, puisque s'il demande de l'aide au niveau de la recherche de stats, ça va interrompre, il va devoir le demander sur le canal, ou ça va interrompre le vocal. C'est en ça que du coup, je ne l'ai pas abordé, mais il va peut-être par exemple aller chercher des informations sur Google par rapport à ce qu'il doit lancer pour ne pas interrompre la dynamique du jeu. Mais après, les deux ne sont pas entièrement différents. Non. Voilà, posez la question. Thomas.
Oui. Oui. Bon, moi, ça relie quelque chose que je vois arriver. J'ai une question sur l'âge des gens, et notamment la génération Facebook. Il se trouve que j'enseigne et que j'ai quelques élèves de 22 ans qui sont capables de suivre un cours en ayant 6 onglets de chat simultanés. Je suis extrêmement frappé par ce mode de pensée qui consiste à conserver des récits, parce qu'en fait ce sont des échanges de récits, parce que c'est des échanges interpersonnels, simultanément, ce qui est à la fois lié à et aux modes de pensée qui peuvent être liés à ça, parce que c'est pas le mien. Moi j'ai plutôt tendance à essayer de faire une chose à la fois, mais je suis peut-être vieux. Et c'est quelque chose sur lequel l'arrivée des médias, et notamment de ce web extrêmement communicant, pour moi, transforme les choses. On me demandait s'il y avait quelque chose sur l'âge, et s'il y avait une corrélation avec cette habitude. Le fait d'être sur les livres simultanément, c'est pas des communications interpersonnelles. On a effectivement plusieurs fenêtres simultanées. Donc, ça, je peux gérer ma mise de store, ça, expliquer le jeu de mais je suis pas en train de communiquer avec les autres. Voilà. Donc, on passe de quasiment plusieurs espaces de pensée simultanés à plusieurs espaces d'échange simultanés. Et je me demandais comment est-ce que, par rapport à ça, cette nouvelle pratique du jeu de rôle, avec les dérives et les concentrations, était corrélée. Voilà. Alors, nouvelle, je ne sais pas ce qui est vraiment nouveau et ce qui ne l'est pas, puisque le fait d'avoir plusieurs fenêtres de communication ouvertes, dans Sociologie des usages, ça a été étudié en fait, dès l'arrivée d'MSN. C'est-à-dire avec toutes les fenêtres ouvertes sur le bureau et avec du coup aussi une hiérarchisation spatiale pardon, j'ai oublié la chercheuse qui a travaillé dessus, c'est honte. Mais oui, donc le fait d'être multitâche, de pouvoir mener plusieurs discussions en même temps, je ne sais pas si c'est réellement nouveau dans une temporalité courte en fait. Est-ce que le fait d'être sur plusieurs forums, de devoir répondre très rapidement, répondre en même temps à ses mails, est-ce que c'est vraiment différent ? C'est une réflexion en fait. Toi. Je pense que ma génération est un peu la bascule, c'est-à-dire que c'est aussi des gens qui ont accès à ce mode de communication pendant l'adolescence. Ça n'a pas été mon cas. Voilà, je me demandais s'il y avait une bascule et s'il y avait quelque chose sur la même si je vois des gens de ma génération qui se mettent à cet usage-là, et chez qui ça reste toujours étrange. On leur a appris qu'on se concentrait sur une chose et une seule. Et est-ce que le jeu de rôle est une pratique qui se mélange bien avec cette multi-communication, ou est-ce qu'au contraire le jeu de rôle c'est une tradition de la communication sur un canal, qui est un canal où on voit qu'il y a une dominance du canal oral, ou est-ce que Complètement. ça va se déployer dans cette... Et ce qui me frappe aussi, c'est que c'est des élèves qui sont, je parle des élèves comme moi, parce que c'est une génération qui est très très là-dessus, des élèves qui sont dans cette multi-communication permanente, et chez qui je ne vois pas de distance. Genre, je vais gérer mes communications, je vais arrêter d'être sur Facebook et je ne vois pas. Alors par contre, on entend que sur le jeu de rôle, ça devient trop prenant, comme si le jeu de rôle prenait, alors qu'une communication latente, permanente, ne prenait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent d'intensité, de notion d'engagement, d'intimité, je sais pas. Oui, tout à fait. Pour répondre très rapidement, j'ai plusieurs joueurs qui parlaient de la régulation de leur pratique de jeu de rôle en termes pas seulement d'engagement temporel, mais d'engagement mental. Un disait concernant un jeu indépendant qui s'appelle Sens, que l'un de ses volets, donc je crois que c'est le 3e, donc Sens Mort, était tellement prenant que plusieurs fois, lui, il a abandonné le jeu en cours parce que ça lui prenait trop la tête. Ça lui prenait trop de cerveau disponible. Donc il n'y a pas que l'aspect temporel. Une chose qu'on voit aussi émerger avec le jeu de rôle en ligne, c'est qu'il y a de plus en plus de tables qui vont streamer leur partie. Donc la partie va être diffusée sur YouTube et ça rajoute une dimension nouvelle, c'est qu'en fait les parties ont des spectateurs, des spectatrices, que ce soit en direct ou en différé. Soit c'est des personnes qui font partie de la campagne dans le cadre des parties en table ouverte, ou vraiment des personnes qui vont s'intéresser à la partie vraiment en tant que public. Et ça crée du
coup, les parties sont commentées, notamment. Et ça transforme le jeu, voire même, on peut presque se poser la question, en fait, quand les joueuses deviennent en fait des actual players, est-ce qu'elles font encore du jeu quand il y a, entre guillemets, peut-être cette pression sociale, parce qu'on sait qu'il y a une attente derrière d'un public? En fait, ça c'est donc je vais commencer une thèse et c'est ça le sujet. C'est-à-dire la question des vidéos de jeux de rôle amateurs ou non et leur impact sur la carrière ludique du joueur. Notamment, par exemple, si on parle ceux qui sont très connus, donc Aventure du Jour du Grenier, qui a vraiment lancé au niveau francophone depuis Donjons et d'éclipser Donjons et Jambon, je crois que c'était ça, qui a relancé un peu le jeu de rôle, le stream du jeu de rôle. Avec, du coup, ils ont les lives, et lors des lives, des stropoles sont lancés pour demander aux spectateurs de choisir la direction du jeu. Donc le spectateur n'est plus juste passif, en fait, il est actif au moment même du jeu, au moment même du live. Il a son mot à dire sur les personnages et sur l'histoire. Donc ça, ouais, c'est une dimension qui est hyper intéressante, en plus de la spectacularisation de la pratique. Donc dans quelle mesure c'est encore du jeu lorsque c'est rémunéré et lorsque on se met en scène. Ok, merci beaucoup Naomi. Merci. On va faire une petite pause.